Projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Aujourd'hui, les femmes sont à l'honneur, qu'elles soient kickboxeuses au Congo, chefs d'entreprise en Guinée ou banquières au Kenya comme notre invitée. Mais tout de suite, voici le sommaire de votre magazine. Elle est aux côtés des agriculteurs et particulièrement des femmes dans le monde de l'agrobusiness au Kenya. Agricultrice bancaire, Esther Kariuki encourage les agricultrices à se battre pour leur position dans la société. Elle ne manque pas d'idées pour faire fructifier les fermes et les entreprises agricoles. Une expertise précieuse qui lui a valu d'être distinguée le mois dernier banquière africaine de l'année. Elle est notre invitée du jour. Je suis le produit d'un petit agriculteur et je suis moi-même petite agricultrice par extension. Et je sais les défis auxquels est confronté tout chef d'entreprise avec le plus grand qui est l'accès au crédit et au financement. Cap sur le rêve des jeunes africaines qui veulent devenir championnes de kickboxing. À Pointe-Noire, 3 jeunes femmes ont relevé le défi. Puisqu'ici au Congo, il n'y a pas des filles qui font de kick, je dirais, nous sommes 3, mais pour bien voir, il n'y en a pas. Dans le monde sportif, il n'y a pas une kickboxeuse congolaise. Donc c'est pourquoi moi, je vais être championne du monde. Des créatrices d'entreprises accompagnées par des entrepreneuses expérimentées, l'idée séduit de plus en plus les jeunes femmes qui veulent monter leurs affaires en Guinée. Je peux leur prodiguer des conseils et je suis prête à les recevoir pour leur coacher, pour leur donner des conseils pour réussir comme moi. Quand on parle de kickboxing, on ne pense pas tout de suite aux femmes. Ce sport de combat, né dans les années 60 aux États-Unis et au Japon, avant d'essaimer partout dans le monde, est pourtant de plus en plus populaire chez les sportives. En Afrique, des kickboxeuses professionnelles ont déjà émergé, au point que l'an dernier, 3 médailles sur 6 de la sélection marocaine ont été remportées par des femmes lors du championnat d'Afrique de kickboxing en Afrique du Sud. De quoi faire réfléchir de jeunes lutteuses d'Afrique subsaharienne. Notre correspondant au Congo, Jean-David Miamlé a suivi les ambitions de 3 jeunes femmes issues du bidonville de Mpaka à Pointe-Noire. Regardez. 3 fois par semaine, sur la cour rigueuse de cette modeste concession du quartier populeux de Mpaka, un trio de jeunes dames se joint à la vingtaine d'autres membres masculins du Tiger Kickboxing Club de Pointe-Noire pour d'intenses séances d'entraînement. Le kickboxing, ce sport de combat importé du Japon, est caractérisé par les frappes de coups de pieds et poings au-dessus de la ceinture, a séduit Rodolphe, Merluche et Claire. Aux entraînements, leur abnégation et détermination sont perceptibles pour diverses raisons. Pour Merluche, son attrait pour ce sport de combat venu du Japon est d'abord une réponse à un besoin d'affirmation dans un contexte de violence familiale notamment. Depuis que je vivais chez moi avec mes parents, ça ne s'entendait pas trop bien avec mon père et ma mère. Ça partait toujours... En fait, ils se battaient toujours bêtement. Du coup, moi, au début, c'était ça mon objectif, que moi, peu importe, un homme ne peut pas me porter à main en fait. Du genre, s'il y a un problème, on se dispute. En fait, on se parle comme 2 adultes, mais au final, je me suis rendu compte que le kickboxing, c'est devenu en fait une passion pour moi. Dans un environnement difficile marqué par diverses formes de violence, Rodolphe et Claire de leur côté ont été facilement conquis par le kickboxing. Le kickboxing, c'est ma passion. J'aime le sport de combat. J'aime pas les arts martiaux. Moi, je suis plus fan de sport de combat, pied-point. Je fais le kickboxing parce que c'est une passion pour moi, tout d'abord. Depuis toute petite, j'ai toujours aimé faire le kickboxing. À l'issue de leurs études secondaires, ces jeunes dames sans emploi n'exercent par ailleurs aucune activité génératrice de revenus. Toutes mises sur le kickboxing pour être autonomes dans la vie, d'où leur grande motivation pour la réussite. Claire, par exemple, vise un titre mondial. Puisqu'ici au Congo, il n'y a pas des filles qui font de kick, je dirais, nous sommes 3, mais pour bien voir, il n'y en a pas. Dans le monde sportif, il n'y a pas une kickboxeuse congolaise. Donc c'est pourquoi moi, je vais être championne du monde en kickboxing, être championne d'Afrique, championne du monde.
Donc en fait, être championne en fait, je veux dire. De son côté, Merluche est convaincue qu'avec cette discipline sportive, elle sera en mesure d'améliorer ses conditions de vie. Le kickboxing, ça m'a permis en fait de viser un peu loin. Pourquoi? Quand je vois les autres filles passer à la télé, les Européens surtout, ils font ça, ils gagnent bien leur argent en fait. Et moi aussi, ça me pousse un peu à faire de mon mieux, à être comme eux à la longue. L'optimisme est réel et contagieux malgré l'insuffisance des moyens financiers et logistiques. Un état d'esprit inculqué par le président de Tiger Kickboxing Club et tout son staff. Pour Amel Missengue, il est possible de gagner convenablement sa vie et d'être exemplaire grâce au kickboxing. Il y a des gens qui ont abandonné ce qu'ils faisaient, les business, les quoi, qui sont rentrés dans le monde du kickboxing et qui ont réussi leur vie. Et on voit le niveau international, les gains, on ne parle pas en centaines de mille, mais là-bas c'est millions. Et c'est parfois millions de dollars. Et donc, du coup, on ne voit pas comment l'athlète ne pourra pas gagner sa vie là-dedans. Avec le travail acharné, un état d'esprit positif et la résilience, Rodolphe, Merluche et Claire scrutent la moindre opportunité pour réaliser leur rêve de championne internationale en kickboxing et de donner une nouvelle impulsion à leur vie. Et c'est le moment de retrouver à Nairobi notre invitée Esther Kariuki, prix de la banquière africaine 2023, qui se bat dans un autre domaine, l'accès des agriculteurs kenyans à des outils financiers innovants. Objectif, leur permettre de mettre toutes les chances de leur côté dans une chaîne de valeur des matières premières agricoles de plus en plus complexe et exigeante, une tâche qu'elle supervise quotidiennement en tant que responsable des activités agricoles à la Cooperative Bank du Kenya. Elle a expliqué à notre journaliste Jefferson Kahinu ce que la banque pouvait faire pour l'agriculture africaine. Regardez. Esther Kariuki, bonjour et merci de nous rejoindre sur Initiative Africa. Vous êtes la responsable de l'agro-industrie à la Cooperative Bank of Kenya. Pouvez-vous commencer par nous dire pourquoi avez-vous choisi cette branche? Je pense que nous en venons tous pour la plupart d'entre nous. Je veux dire que l'agriculture est l'épine dorsale de notre économie. Notre type d'agriculture en cette partie du continent est soutenu par les petits exploitants. Nous sommes donc tous issus de ces familles. Je suis moi-même l'enfant d'un petit agriculteur. Je suis le produit d'un petit agriculteur. Et je suis moi-même petite agricultrice par extension. Et je sais les défis auxquels est confronté tout chef d'entreprise avec le plus grand qui est l'accès au crédit et au financement. Et vous pouvez maintenant imaginer pour les petits exploitants agricole. Je ne sais donc pas si c'est moi qui ai choisi cette voie ou si c'est cette voie qui m'a choisi, ou si nous nous sommes choisis et trouvés l'un l'autre. Mais ce fut un voyage incroyable, en particulier compte tenu de l'infrastructure dont nous disposons à la Cooperative Bank, une banque unique en son genre dans ce pays qui s'intéresse tout particulièrement aux petits exploitants agricoles et qui a bien fonctionné pendant de nombreuses années avec ce modèle. Il y a une expansion incroyable de l'agro-industrie au Kenya, avec beaucoup d'accent sur l'innovation. Comment aidez-vous ces entrepreneurs à relever ces défis? Oui, il est intéressant de noter qu'au fil des ans, la Cooperative Bank est devenue une banque numérique en tant que telle. Cela signifie que l'ensemble de l'écosystème de la Cooperative Bank s'est engagé sur la voie de la transition vers une banque entièrement numérisée. Et cela concerne même les agriculteurs. Nous avons donc entraîné les agriculteurs avec nous. Nous innovons beaucoup. Nous avons toute une division d'innovation où nous innovons sur des produits concernant les petits exploitants en les aidant avec des produits et technologies qu'ils peuvent utiliser à partir de la banque en ligne qui est très pratique et très simple. Nous intégrons également d'autres partenaires qui proposent des produits numériques et nous leur permettons de s'intégrer dans notre écosystème. L'une des choses que nous faisons actuellement, c'est de gérer un partenariat extraordinaire avec Mastercard Technologies, qui a mis au point un produit pour les agriculteurs et avec lequel nous nous sommes associés. Et nous sommes sur le chemin de la transition vers un espace numérique que nous appelons le Circle Coop Bank. La Coop Bank est donc numérique et nous accompagnons les agriculteurs pour numériser leurs opérations. D'où vient l'argent et quel type de montage faites-vous pour répondre aux besoins de vos clients?
Ce qui est unique, c'est que la Coop Bank appartient aux agriculteurs. Nous disposons ainsi d'une ressource dédiée, d'une ressource financière pour eux par chaîne de valeur. Nous travaillons également en étroite collaboration avec des partenaires de développement tels que l'USAID. Nous travaillons avec des organisations comme la Banque européenne de développement et tout autre partenaire qui dispose d'un financement pour les activités que nous menons, en particulier dans le domaine de l'agriculture. Nous disposons donc de notre propre fonds, de nos propres fonds que nous avons envie de mettre à la disposition des agriculteurs. Nous développons des produits très personnalisés pour eux, qu'il s'agisse de les accompagner avec des prêts en amont de la production pour les aider à acheter des engrais, ou encore de les soutenir dans la préparation des sols et du suivi des semis puis des cultures. Nous les aidons en leur accordant des avances pour la cueillette de la récolte, ce que nous appelons des avances sur récolte, qui leur permettent de cueillir s'il s'agit de café, de récolter le café au bon moment et de le transporter jusqu'à l'usine la plus proche. Nous leur donnons également des fonds de roulement pour leur permettre de transformer le produit afin d'en préserver la valeur. Enfin, nous finançons la chaîne d'approvisionnement. Ils peuvent conserver le produit, l'entreposer et le vendre tout au long de l'année afin de profiter de la hausse des prix sur plusieurs mois. Nous les aidons également à accéder au marché. Nous établissons de nombreux partenariats et allons délibérément à la recherche d'acheteurs pour les matières premières et les produits que nous finançons, de sorte que dès que nos agriculteurs récoltent, ils ne voient pas trop les prêts et ne subissent pas les intérêts. Puis nous sommes en mesure de les transférer aux preneurs. S'il s'agit d'un acheteur de riz, s'il s'agit d'acheteurs de coton, les filatures de coton, s'il s'agit de café, les négociants en café. Nous sommes en mesure de les intégrer dans notre écosystème et nos agriculteurs ont accès au marché. C'est donc un modèle que nous avons développé et perfectionné au fil du temps. Qu'en est-il du rôle des femmes dans le financement de l'agriculture ? Il est intéressant de noter que l'agriculture est largement dirigée par les femmes et qu'il s'agit de la production primaire. Si vous allez dans les fermes, la grande majorité des personnes qui travaillent la terre sont des femmes portant leur enfant sur le dos ou avec l'enfant juste à côté d'elles. Ce sont donc les femmes qui travaillent dans les fermes. S'il s'agit de la récolte, il est désormais prouvé que les femmes sont très méticuleuses dans les fermes. Si vous avez besoin de personnes pour faire un bon désherbage, elles se plieront à l'exercice toute la journée. Mais cela ne se traduit pas dans l'espace financier, l'espace d'inclusion financière. Ce sont donc les femmes qui ont le moins de comptes bancaires. Elles fournissent la main-d'œuvre, la plupart du temps familiale, gratuitement, et ce sont les hommes qui détiennent les comptes bancaires. Je pense donc que pour moi, en tant que femme dans le domaine du financement de l'agriculture, j'ai toujours agi de manière très délibérée, parce que lorsque nous entrons dans les conseils d'administration des coopératives et des organisations agricoles, nous constatons que ce sont des hommes qui sont dans la salle de conférence. Et la première chose que je leur demande, parfois, c'est moi la seule femme de la salle, je leur demande donc où sont les femmes ? Et ils nous répondent que les femmes ne veulent pas se mettre en avant pour être élues à ces postes. Et c'est là qu'on leur pose la question, que faites-vous pour qu'elles soient délibérément présentes ? Or, je sais qu'il existe des outils financiers que nous pouvons utiliser pour inciter ces organisations à inclure des femmes. Par exemple, nous travaillons avec des partenaires qui ont soit subventionné le financement, soit financé les coûts pour les organisations qui ont des femmes à la tête de ces marchés. Je leur dis donc, si vous voulez obtenir des financements moins chers, des tarifs préférentiels ou d'autres mesures incitatives, incluez des femmes. Ils doivent donc aller sur le terrain et rechercher délibérément des femmes. Je pense donc que ma position m'a aidé à faire passer plus de femmes des fermes au conseil d'administration et au niveau de décision. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission.
Le mentorat des chefs d'entreprise débutantes par des pairs plus expérimentés est un concept en pleine expansion sur le continent. Exemple en Guinée où de plus en plus de femmes se lancent dans la création d'entreprises. Cette solidarité féminine permet aux plus expérimentés d'accompagner les novices. Et cet accompagnement facilite souvent l'insertion des jeunes entrepreneuses. C'est un reportage de Sayon Kourma. Savoir à quel moment tu dois être dans le foyer. Dans cette cour, en haute banlieue de Conakry, retrouvailles entre femmes entrepreneuses. Ma productrice est dans le colon. Une causerie rare sur l'entrepreneuriat féminin. Forte de ses 20 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat, Sarah Keta, gérante de la coopérative Amijor pour l'autonomisation des femmes, explique le béaba de l'entrepreneuriat à ces jeunes dames. Comment établir un business plan solide, comment se doter d'un bon réseau professionnel, l'accès au financement, le management, le cadre juridique des entreprises sont au cœur des échanges. On ne peut pas avoir des opportunités avec l'État, avec les institutions, si on n'est pas organisé à l'interne, si on ne respecte pas les normes administratives. Il faut qu'on se mette en règle, qu'on paye les fiscalités, qu'on s'enregistre officiellement, qu'on soit formalisé. Celles qui ne sont pas formalisées, je les ai dit de venir, je peux les aider à se formaliser. Un. De deux, je peux leur prodiguer des conseils et je suis prête à les recevoir pour leur coacher, pour leur donner des conseils pour réussir comme moi. Le but de cette rencontre avec une cinquantaine de femmes vise à créer un réseau. Mettre en relation des entrepreneuses, mais aussi les former, les éduquer au marché, à la finance, pour qu'elles puissent s'en sortir. Bonjour. 5 mois plus tard, nous retrouvons Aïe, l'une des participantes à ces échanges. La jeune entrepreneuse de 29 ans est en train de réussir dans la décoration et l'agrobusiness grâce aux orientations reçues de ses pairs. Et demain, votre heure de rendez-vous, c'est pour quelle heure? 7 heures. Nous, jeunes, on compte révolutionner le développement en Guinée. Et sur 5 ans, on se projette dans la sous-région. On va essayer de conquérir la sous-région avec des produits purement made in Guinée et dire que ce n'est pas seulement les multinationales qui peuvent venir et nous prendre notre place en Guinée. On a déjà une commande à livrer pour ce soir. Avec un chiffre d'affaires estimé à plus de 700 € par mois, soit 10 fois plus que le SMIC guinéen, la jeune gérante est en train de se frayer un chemin grâce à ces réseaux d'entrepreneuses. Aujourd'hui, il y a un réseautage qui s'est formé. Et là, je me dis que ce n'est pas un travail d'une année, mais c'est tout un processus. Et je vais m'atteler à travailler plus, à ne pas me dire que j'ai atteint l'excellence ou tout ce qu'il faut, mais c'est de me dire que déjà j'ai fait un pas en avance. Et un jour, je serai fière de dire aux gens que oui, j'ai réussi parce que j'ai travaillé. Il faut être persévérante pour réussir dans l'environnement entrepreneurial en Guinée. Plusieurs réseaux de femmes se créent ainsi dans le pays. Réunis sous forme de business angel féminine, ils utilisent des conseillers expérimentés, des mentors, des coachs pour accompagner les nouvelles entrepreneuses. Comme dans cette salle où plus de 500 femmes se retrouvent pour former le nouveau réseau d'entrepreneuses et de leadership. À sa tête, une des plus expérimentées en entrepreneuriat dans le pays, Mariama Satinassi, PDG du groupe Mondial Tour. Avec plus de 25 ans de carrière, c'est cette ancienne ministre présente dans le tourisme, le football et l'agro-industrie qui pilote ce club de femmes, un club qui veut donner des ailes aux jeunes pousses. Les femmes doivent avoir beaucoup plus de courage et croire en elles. Elles ont peur, elles se disent que non, ça ne marchera pas. Donc si nous sommes ensemble comme ça, cette solidarité des femmes va donner le courage à celles qui n'en ont pas. Donc je parle de solidarité. Et aujourd'hui, il y a des institutions de microfinance, il y a des fonds qui existent, il y a vraiment une panoplie de choses qui existent et qui peuvent aider à développer ce que nous faisons. C'est à nous, c'est aux femmes de s'organiser ensemble, de réfléchir ensemble, afin de pousser le maximum de femmes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Le SADEN, Salon des entrepreneurs de Guinée, s'inscrit également dans cette dynamique.
Un autre espace qui assure la formation d'une élite économique émergente. La structure a accompagné depuis 3 ans maintenant 12 000 entrepreneurs. Objectif, bâtir des entreprises durables et gagnantes. La vice-présidente du projet se nomme Salimatou Sako. La trentenaire est l'une des icônes de la promotion féminine en Guinée. Son initiative se veut un cadre de promotion et d'appui au développement de l'entrepreneuriat féminin. Le SADEN se veut vraiment être un instrument qui accompagne pour qu'aujourd'hui ces entreprises qui se créent puissent être des champions locaux, des champions nationaux, des champions de demain. Et pour cela, il faut investir dans la formation, il faut investir dans le renforcement de capacités. Et c'est ce que nous essayons de faire avec les nombreux partenaires qui nous soutiennent et qui nous accompagnent. Aujourd'hui, il est peut-être possible de dire que l'entrepreneuriat féminin connaît ses heures de gloire en Guinée. On encourage les femmes à prendre le devant, créer leurs entreprises et être autonomes. Un engouement aujourd'hui important car les chiffres récents indiquent que 300 000 PME appartenant aux femmes sont enregistrées en Guinée. Aider les femmes à occuper leur place dans le monde de l'agrobusiness, c'est pour notre invitée Esther Kariuki une mission évidente liée à son parcours personnel. Comment, en tant que femme, réussir à imposer son inventivité dans le monde de la finance pour aboutir à plus d'équité sociale? Et que peuvent les banques pour améliorer les perspectives économiques de l'Afrique? Notre invitée nous en dit plus, écoutons-la. Esther Kariuki, parlons maintenant de vous. Devenir banquier, était-ce votre premier souhait? Quand l'avez-vous su que c'était votre voie? Yes, so incidentally, when I was in high school, Alors effectivement, quand j'étais au lycée, je venais d'un milieu agricole et quand j'étais petite fille, j'étais bergère, comme on dit. J'étais gardienne de moutons et je m'occupais des moutons de ma grand-mère. Et je faisais du bon travail parce que les moutons me connaissaient. Chaque fois que je revenais de l'école, ils me voyaient et commençaient à bêler pour qu'on les sorte du champ. Ensuite, quand je suis allée au lycée, j'ai fait de l'agriculture, ce qui était ma meilleure matière. Il s'est passé quelque chose après le lycée lorsque je suis rentrée à l'université. Je n'ai pas continué, mais j'ai étudié la sociologie et la communication à l'université de Nairobi. Et tout de suite, je suis rentrée dans la banque et j'ai trouvé ma voie dans le financement de l'agriculture. C'est donc un voyage merveilleux qui m'a mené de mon point de départ au financement des agriculteurs et à une étroite collaboration avec eux. Je suis une agricultrice. Je suis devenue une agricultrice tout au long de mon parcours et je pense que c'est incroyable parce qu'en fait, on parle sur la base de son expérience. Et même lorsque nous adaptons les produits à la banque, c'est très personnel parce que je sais que le changement climatique est présent dans ma ferme, dans notre ferme familiale et donc j'innove. Que pouvons-nous faire pour aider les agriculteurs à faire face au changement climatique en développant des produits qui les aident à accéder à l'eau en tant qu'équipement de stockage et de collecte de l'eau, en travaillant avec des partenaires sur le terrain pour qu'ils nous aident à comprendre ce que signifie pour les agriculteurs de collecter l'eau et de la conserver de manière à ce qu'elle puisse profiter aux cultures tout au long du cycle. Je pense donc que c'est là que le voyage a commencé pour moi et que j'ai fini par boucler la boucle. Y a-t-il encore beaucoup d'obstacles pour les jeunes femmes souhaitant entrer dans le secteur bancaire? Heureusement, je travaille pour une organisation formidable. La Coopérative Banque s'efforce intentionnellement d'aider les femmes à accéder à des postes de direction. Cela a donc été relativement bon pour moi parce que l'organisation est très volontaire. Le directeur général de notre groupe, le Dr Gideon Burioki, a beaucoup aidé et soutenu les femmes au sein de l'organisation en les incluant dans le conseil d'administration de la banque et dans les postes de direction. C'est justement parce que le directeur général du groupe est un homme qu'il a fait un effort délibéré pour s'assurer que nous obtenions des postes et que nous soyons embauchés. Et lorsqu'il nous a donné cette opportunité, il a pu se rendre compte que les femmes mettent beaucoup de valeur sur la table. Je pense donc que les femmes aussi font leur preuve lorsqu'on leur donne une opportunité. Il est alors plus facile pour les autres femmes derrière vous d'accéder à ces postes. Quels sont selon vous les principaux enjeux du secteur bancaire africain dans les années à venir? Les défis auxquels nous sommes confrontés ici en Afrique sont généralement africains parce que nous sommes les banquiers de l'Afrique et des entreprises africaines.
Les problèmes qui affectent l'Afrique sont donc ceux que nous devons surmonter en tant que banque africaine. Alors évidemment, l'accès aux garanties en est un. Oui, l'accès aux garanties que vous pouvez utiliser pour débloquer des financements, mais aussi le cadre juridique, le cadre légal et réglementaire. Beaucoup des activités que nous menons ne sont pas bien réglementées, ce qui pose un risque important évidemment pour les investisseurs et en fin de compte pour le secteur bancaire. Aussi, les questions liées au changement climatique, je veux dire, même le financement de l'agriculture devient de plus en plus difficile. Nous devons donc continuer à innover dans ce domaine. Enfin, la dette souveraine est devenue aujourd'hui un enjeu redoutable sur le continent. En tant que banquier, quelle est votre analyse? Les banques ont un rôle très important à jouer en ce qui concerne la question de la dette souveraine. De toute évidence, il s'agit d'un problème réel dans notre pays et dans d'autres pays d'Afrique. Mais je pense qu'en tant que banque, nous occupons une position unique et stratégique pour contribuer à réduire la pression sur la dette. Par exemple, ce que nous faisons à la Cooperative Bank of Kenya, c'est travailler en étroite collaboration avec le gouvernement, tant au niveau national qu'au niveau des comtés, pour aider nos producteurs de café, premièrement, à mieux résister au changement climatique afin qu'ils puissent produire plus de café. Du café de meilleure qualité, accéder à de meilleurs marchés, de sorte que nous puissions avoir plus de devises étrangères dans le pays, ce qui réduira la pression sur les devises étrangères. Vous savez évidemment que notre dette est surtout en devises étrangères. Ainsi, moins nous importons et plus nous exportons, plus vite nous nous tirerons d'affaires. Et je pense que nous avons une occasion unique, très honnêtement, pour ceux d'entre nous qui prêtent à l'agriculture, parce que notre économie est largement basée sur l'agriculture. Donc si nous activons ces entreprises à ces niveaux de production au sein de la communauté, nous sommes également en mesure d'augmenter le nombre de personnes entrant dans l'assiette fiscale, ce qui élargit également notre PIB, notre croissance. Et la dette devient alors de moins en moins importante. Je pense que nous avons une opportunité incroyable en tant que banque. Et pour terminer, vous êtes élu African Banker of the Year. Bravo. Que représente ce prix pour vous? Oui, j'ai été déclarée banquière africaine de l'année et je suis très heureuse d'avoir remporté ce prix. Tout d'abord parce que je suis une femme. Deuxièmement, parce que je suis impliquée dans le financement de l'agriculture. Troisièmement, parce que je suis une femme impliquée dans le financement de l'agriculture en Afrique, au Kenya, et qu'il s'agit d'une agriculture de petits exploitants. Et je pense que je me sens également privilégiée d'avoir travaillé pour la Cooperative Bank, une institution qui a de l'appétit pour les petits exploitants agricoles, une institution qui a développé des structures et des modèles de prêts durables pour les agriculteurs. Elle a prouvé que les agriculteurs peuvent accepter de s'endetter et qu'ils s'acquittent de leurs dettes. Pour moi, ce prix est le témoignage que c'est faisable et qu'il faut l'étendre à d'autres régions du continent. Peu importe la chaîne de valeur, le modèle fonctionne. Et ce prix, c'est la preuve que le modèle fonctionne. Et voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview d'Esther Kariuki ainsi que nos émissions sur notre site africaonair.com. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à liker, partager et commenter avec le hashtag Initiative Africa. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous.